Bienvenue dans Afrique Presse, l'émission débat RFI TV5 Monde. À mes côtés, Hassan Diop de Radio France Internationale, Francis Laloupeau d'Africa numéro 1, Vincent Eugeux de l'Express. Une édition spéciale entièrement consacrée au Gabon qui connaît depuis mercredi une crise post-électorale. Malgré les appels au calme lancés par la communauté internationale, la tension n'est pas retombée à Libreville et dans certaines localités à l'intérieur du pays au lendemain de l'annonce des résultats proclamant Ali Bongo vainqueur de l'élection présidentielle. Bilan de la répression, 2 morts et de nombreux blessés et l'assignation au quartier général de Jamping de plusieurs leaders de l'opposition. Le point de blocage entre les deux camps qui revendiquent chacun la victoire du scrutin du 27 août dernier, le recomptage des bulletins de vote et en particulier ceux de la province du Haut-Ogooué, recomptage auquel s'oppose le pouvoir car, dit-il, cela n'est pas prévu par la loi. Le reportage sur les émeutes de Libreville de Maud Roubaud et de Clément Aline. Le calme règne à Libreville ce jeudi, hormis quelques scènes de pillage. Mais la capitale gabonaise porte encore les marques des violences de la veille et les militants pro-Jamping ne sont pas prêts à accepter le résultat annoncé. On veut résister, on veut notre victoire et la victoire doit revenir au peuple. Nous ne sommes pas armés, mais on tire à balles réelles. Voyez-vous la douille? J'en connais parce que j'en ai vu. Les autorités ont annoncé avoir arrêté entre 600 et 800 personnes à Libreville. Pour le pouvoir, cette répression était nécessaire après l'incendie de l'Assemblée nationale mercredi soir. La démocratie s'accorde mal des succès autoproclamés. Des groupuscules formés à la destruction, la démocratie s'accorde mal de la prise d'assaut d'un parlement et de la télévision nationale. L'opposant à Ali Bongo n'a pas tardé à lui répondre. Voilà un tyrannon qui parle de démocratie. Est-ce que la démocratie exige que des gens, même s'ils ont pris le Parlement, ils n'ont tué personne, qu'ils arrivent la nuit par hélicoptère et qu'ils bombardent? En début de matinée, le QG de Jamping a été attaqué par des gendarmes et la garde républicaine, appuyée par des hélicoptères. Des témoins racontent que des militaires ont fait irruption en tirant à l'arme lourde. La situation était encore confuse ce jeudi, mais selon Jamping, il y aurait eu 2 morts, plusieurs blessés et de nombreuses arrestations. Une vingtaine de personnes seraient encore retenues à l'intérieur du bâtiment. Ils ont arrêté tout le monde. Les principaux leaders qui étaient là-bas, ils semblent avoir perdu la raison. Ailleurs dans le pays, le ministère de l'Intérieur a annoncé l'arrestation de 200 à 300 personnes après des émeutes. Malgré le retour au calme ce jeudi, la communauté internationale maintient la pression sur le régime d'Ali Bongo et exige toujours un nouveau décompte des votes. Une demande à laquelle Ali Bongo n'a pour l'instant pas l'intention de se plier. Bis repetita pour le Gabon, car en 2009 déjà, l'élection d'Ali Bongo avait été contestée et avait donné lieu à des émeutes à Port-Gentil, capitale économique du pays. Cette fois, Ali Bongo fait face à l'union de l'opposition gabonaise, soutenue par la population, et qui refuse de se voir confisquer sa victoire. Hassan Diop finira-t-il par céder? Difficile à dire. En tous les cas, pour l'instant, on peut juste dire qu'il a peut-être marqué des points, Ali Bongo. Tout d'abord parce que la communauté internationale a réagi, certes. La communauté internationale, notamment après les conclusions de la mission d'observation de l'Union européenne, appelant à présenter des résultats bureau par bureau. Après cet appel, la communauté internationale a évoqué le doute, c'est le cas notamment du ministre français des Affaires étrangères, l'ONU, enfin bref, la plupart des partenaires sérieux ont appelé effectivement à cette publication et un peu plus de transparence sur cette élection. Mais ça se borne à ça. Et on voit mal quelle pression la communauté internationale pourrait exercer sur Ali Bongo et on voit mal à l'intérieur du pays comment les institutions accepteraient effectivement ce que refuse aujourd'hui le pouvoir. Un certain nombre d'observateurs ont fait remarquer que le Conseil constitutionnel n'invalidera pas cette victoire d'Ali Bongo, car ce même Conseil constitutionnel avait, d'après les opposants, adopté une attitude tout à fait partisane concernant le dossier sur les origines prêtées à Ali Bongo. Bref, je crois que, en tout cas, à ce niveau, à ce stade, c'est-à-dire 2 jours après ce début des émeutes, 2 jours après, au moment où nous parlons ce vendredi matin, pour l'instant, on a l'impression que c'est plutôt le pouvoir qui a plutôt les choses en main.
C'est un avis que vous partagez, Vincent Hugeux? Je dirais qu'indépendamment de toute morale civique et citoyenne, le temps semble travailler pour le pouvoir sortant. Alors certes, un correspondant me disait ce matin qu'il y avait des troubles en pays Fang, dans le nord, et que par exemple, ça reste évidemment factuellement à vérifier, la route Oyem-Bitam aurait été coupée par des insurgés locaux, que certains ponts auraient été perdus en termes de contrôle par la gendarmerie. Mais ce qui est clair, c'est que, à ce stade en tout cas, on ne peut pas dire qu'il y a un embrasement généralisé. La portée des accrochages et des violences est supérieure à ce qu'elle fut en 2009, car elle a été relativement à cette époque circonscrite à Port-Gentil, ce bastion pétrolier frondeur par tradition, et dirigée pour le coup contre des intérêts français, en tout cas des symboles de ce qui apparaissait, pour d'assez bonnes raisons d'ailleurs, comme l'adoubement au moins implicite de Paris vis-à-vis du candidat Ali de l'époque. Et puis, il y a un autre élément qui, à mon avis, est déterminant. Tant que le régime tiendra les clés de l'appareil sécuritaire, on voit mal comment il pourrait y avoir inversion du rapport de force. C'est-à-dire que n'oublions jamais que même si en son temps il fut écarté du ministère des Affaires étrangères par son père, on se souvient qu'à l'époque il avait porté Omar à 35 ans l'âge minimum pour être ministre, qui avait obligé d'ailleurs Ali, c'était un camouflet pour lui, à renoncer à son marocain. Il a ensuite quand même tenu pendant 10 ans le ministère de la Défense. Et il a profité de ce mandat-là, ce mandat décennal et évidemment de son septennat, pour installer dans les positions clés de l'appareil sécuritaire et surtout des unités spéciales, celles sur lesquelles repose l'assise sécuritaire du pays, des hommes fidèles qui ont autant à perdre que lui d'une chute du régime. Francis Laloupeau, alors le point de discorde, c'est les voix dans la province du Haut-Ogooué, une province pourtant qui, sur le poids démographique, n'en représente que 2%. Comment la tendance a-t-elle pu être inversée alors que les premières estimations donnaient Jean Ping devant avec près de 60 000 voix? Ce qu'il faut noter, c'est qu'en fait, cette manipulation électorale s'est passée au grand jour. Presque en direct, je dirais, le monde entier a pu suivre ce qui se passait d'heure en heure, au jour le jour, sur les réseaux sociaux, etc. Parce que les temps sont différents. Nous sommes dans des temps aujourd'hui, voilà, il y a un décalage extraordinaire entre la réalité actuelle et des pratiques qui sont des pratiques d'un autre âge. Ce qui s'est passé, c'est comme un film qui s'est déroulé devant le monde entier, de jour en jour, au moment où on attendait les résultats, qui a été attendu pour 72 heures, qui a été retardé, etc., pour des raisons d'ailleurs inconnues, parce que pour un pays qui compte 600 000 électeurs, on se demande, voilà, on s'est demandé pourquoi il fallait 4 jours, évidemment, 4 longs jours pour parvenir à proclamer des résultats. Alors, pour répondre à votre question, je pense qu'on parlera définitivement pour le Gabon désormais de l'ajustement électoral du Haut-Ogooué. Je veux dire, c'est un phénomène qui se répète, où on amène à la dernière minute des voix, des procès-verbaux avec je dirais, des chiffres absolument ahurissants. C'est-à-dire que la population du Haut-Ogooué qui pratiquement double, 95% de suffrages accordés au chef de l'État, au président sortant, 99%, pas de 100% de participation, c'est jamais vu nulle part. Et tout d'un coup, évidemment, cet ajustement inverse les résultats. Ça relève de la magie, je dirais. On est loin d'un phénomène, on est loin d'un processus électoral ordinaire. Assane Diop, fragilisé par la saignée qu'a connue le PDG ces derniers mois, Ali Bongo n'avait-il pas intérêt justement à verrouiller le processus électoral, puisqu'il est contrôlé de bout en bout par une administration qui est aux ordres? Mais de toute façon, il faut d'abord se dire qu'en Afrique centrale, quand on a le pouvoir, on tient à le garder. Et c'est ce qui se passe. À chaque élection, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont les moyens de l'État, en général, ne perdent pas le pouvoir. Et pour revenir sur le cas du Haut-Ogooué, effectivement, variable d'ajustement en faveur du pouvoir, et ça depuis l'époque du père, c'est tout simplement parce que c'est la région, c'est le fief des Tékés, c'est-à-dire le fief des Bongos. Et même aujourd'hui, malheureusement... Le fief des Bongos, mais Ali Bongo ne parle pas le Téké. Voilà, et il se trouve que même aujourd'hui, dans le Haut-Ogooué, il y a des gens qui protestent. Bien sûr, trois barons ont appelé
à voter pour Jean-Ping. Plusieurs barons ont appelé à voter en faveur de Jean-Ping. Par ailleurs, des électeurs, une partie de la population locale s'insurge contre ces résultats, disant qu'on nous a fait voter sur le nom d'Ali Bongo. Or, ce n'est pas vrai. Donc, effectivement, cette absence, ce refus de publier les résultats bureau par bureau sème le doute. Cette attitude est pour le moins suspecte, en disant que oui, ce n'est pas inscrit dans le code électoral, oui, ce n'est pas inscrit dans la loi électorale. Mais si le pouvoir veut tout de même calmer le jeu, si le pouvoir veut éviter de voir déferler dans la rue effectivement des casseurs, ou alors simplement des gens qui contestent de bonne foi la version qu'on leur donne sur le verdict de cette élection, il faut que ce pouvoir se montre transparent. Alors que M. Bongo a dit oui, cette élection s'est déroulée dans la paix et dans la transparence, et malheureusement, les faits démentent ces allégations. Vincent Hugeux. Oui, écoutez, pour tordre le cou une fois pour toutes à cette légende d'arithmétique électorale, regardons le taux d'abstention à l'échelon national. Il est supérieur à 40%. Et par je ne sais quel prodige, il serait inférieur à 1% dans cette province. La messe est dite, n'allons pas plus loin. On a entendu le président sortant tout à l'heure nous expliquer que, solennellement, la démocratie ne s'accommode pas de l'assaut d'un Parlement. Mais apparemment, à ses yeux, elle s'accommode fort bien du jeu de bonneteau et électoral et de la valse des procès-verbaux. Et là, il y a une piste de réflexion qui a été d'ailleurs ouverte par Francis tout à l'heure, qui me paraît capitale. C'est celle de l'anachronisme politique. Pour moi, dans la séquence politique africaine qu'on a vécue ces derniers mois, il y a deux incarnations, deux images de cet anachronisme. C'est la proclamation par un militaire en treillis à Ouagadougou, dans une sorte de réédition des putsch vintage des années 70 et 80, par un texte solennel, déclamé d'une manière grandiloquente et heurtée, etc. Première image d'anachronisme. Et puis, autre archaïsme, c'est exactement ce qui s'est passé là. C'est-à-dire que, y compris dans nos rédactions, quand on discutait, les gens disaient « mais non, c'est pas possible, il peut pas faire ça, etc. » Et là, je leur disais « j'adorerais que vous ayez raison. » Mais quelque chose me dit que dans l'invariant politique d'Afrique centrale, ce ne sera pas encore pour cette fois-ci la transparence. Malheureusement, c'est l'anachronisme permanent. Ça s'est passé au Congo-Brazzaville, ça se passe en Angola, non loin, ça va se passer sans doute en RDC, au Congo, en Guinée équatoriale. En Guinée équatoriale, c'est la même famille qui est au pouvoir depuis des lustres, ne parlons pas du Cameroun. Donc, disons que pour la région, ce n'est pas un anachronisme, malheureusement. Il y a quand même Francis Lazebo, comment expliquer justement ce syndrome propre à l'Afrique centrale qui n'a pas passé le cap du multipartisme de 1990. On pourrait renvoyer ça, évidemment, c'est un vaste débat sur la culture politique des régimes qui sont en place et qui ont évidemment du mal à franchir le pas qui projetterait leur pays vers, évidemment, les processus de démocratisation réels. Mais je voulais juste insister aussi un instant sur, je dirais, cet anachronisme qu'on évoquait à l'instant. Mais ce qui s'est passé au Gabon, cet ajustement électoral de Haut-Ogooué, je pense que ça c'est révélateur également de la panique qui s'est emparée du pouvoir. Je crois que le pouvoir gabonais croyait réellement, pensait réellement qu'il allait remporter les élections et avait parfaitement, totalement sous-estimé la capacité de l'opposition à se rassembler. La capacité de l'opposition à se rassembler, à résister à la fraude électorale, et avait également sous-estimé, je dirais, l'ampleur du phénomène de rejet qui s'est développé au sein de la population depuis plusieurs années. Et donc, on a assisté, je dirais, à la dernière minute, à une sorte de, je dirais, de forcing, avec cette fraude qui relève davantage de la fraude artisanale que de la technologie de la fraude telle qu'on a pu le voir sous d'autres cieux en Afrique centrale et ailleurs. Donc je pense que ce qui s'est passé pour le Haut-Togo, ce qui s'est passé à la dernière minute, c'est une sorte de bricolage qui aujourd'hui, évidemment, rend la manipulation absolument grossière, manifeste au regard du monde entier. Et parce qu'il ne faut pas tergiverser. Nous avons là affaire à une fraude flagrante, majeure et absolument caricaturale. Hassan Diop, comment expliquer le silence des capitales africaines depuis... Le silence, c'est que, voilà, parce qu'ils seraient peut-être amenés, pour certains en tout cas, à balayer devant leur porte, avant de critiquer Ali Bongo. Ça, c'est l'un des signes. Et pour revenir un peu sur le surplace, je dirais, des politiques ou des situations politiques en Afrique centrale, il y a aussi, il me semble qu'il y a deux facteurs essentiels. Il y a le fait qu'il n'y a jamais eu véritablement une réelle émergence d'opposants. Il y en a eu au Cameroun, bien
sûr, mais en général, ils finissent par entrer dans les rangs. Et on voit très bien que, par exemple, aujourd'hui, l'opposition au Gabon, c'est incarné par qui? Par des anciens du régime. Des anciens du régime. Jean Ping, le président de l'Assemblée nationale, Casimir Oyemba, le président de l'Assemblée nationale qui a Zuma Dama, qui a démissionné à la dernière minute avant de se présenter comme Miboto même. Miboto, enfin, etc., etc. Donc ça, il me semble que c'est un facteur qui compte. C'est un facteur dont il faut tenir compte. Et puis, il y a l'autre facteur, c'est que l'Afrique centrale est beaucoup plus riche que l'Afrique de l'Ouest. Donc, il y a plus de tentations, non pas simplement pour une famille, voilà, non pas seulement pour une famille, mais également à un cercle élargi de rester au pouvoir, eh bien, pour procéder à une captation des richesses. Moi, je vais juste rajouter à ce que vient de dire Hassan Diop, c'est pour ça que je disais que c'était un vaste débat. Je crois que tout ça s'explique également par le rapport des acteurs politiques au pouvoir. Alors, c'est un rapport très particulier parce que ce qui s'est passé ces dernières années nous montre que le pouvoir est plus sacralisé en quelque sorte en Afrique centrale qu'en Afrique de l'Ouest. Il y a eu une désacralisation de la fonction présidentielle ou du pouvoir en Afrique de l'Ouest qui ne s'est pas produit. C'est culturel, vous pensez? Non, je pense que c'est culturel parce que c'est lié intimement à l'histoire politique de ces pays depuis 56 ans. Quelles ont été les capacités de respiration démocratique dans ces pays-là depuis 56 ans? Alors que, bon, des pays comme le Bénin, par exemple, à un moment donné, où le Bénin qu'on cite aujourd'hui en exemple, a été quand même jusqu'à 1974 champion toute catégorie de coup d'État en Afrique de l'Ouest. Donc il y a des révolutions qui ont été peut-être faites en Afrique de l'Ouest qui ne sont pas produites forcément en Afrique centrale. Je pense que l'Afrique centrale est en retard par rapport à l'Afrique de l'Ouest de quelques révolutions. Si le pétrole a conquis, et pas seulement dans les bas quartiers des capitales, le surnom de merde du diable ou de malédiction, ce n'est pas totalement par hasard. Parce qu'il y a quand même là un facteur de culture rentière et patrimoniale. Donc qui a un impact effectivement dans cette résistance à l'évidence de la modernité démocratique. Mettons-nous 10 secondes dans la peau d'un jeune Gabonais, d'une jeune Gabonaise, et imaginons l'alternative qui se présentait à lui ou à elle. C'était soit la continuation par d'autres moyens, pas nécessairement les plus brillants d'ailleurs, d'une dynastie à bout de souffle, soit une transition, dans le meilleur des cas, qui aurait été incarnée par quelqu'un qui a changé de bord de la rivière, changé de rive sur le tard, et peut-être en partie parce qu'il était très dépité de n'avoir pas été soutenu dans sa course au second mandat à la tête de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping, bien sûr. Donc, je veux dire, voilà l'alternative. Et il y a un écart un grand écart qu'on risque la déchirure musculaire entre les vagues de fond qui, certes, brouillonnent, animent toutes les sociétés civiles d'Afrique, et puis cette résistance d'un corps d'État, mais dont on sent qu'il se fissure. À mon sens, d'ailleurs, pour être tout à fait clair, le souci principal pour Ali Bongo, ce n'est pas tant de savoir s'il va commencer son mandat que de savoir s'il va le finir, parce qu'il y a des données sociales qui, elles, ne vont pas être effacées à l'ardoise magique par le trucage des chiffres. Alors, chacun accuse l'autre d'être soutenu par une légion étrangère. Hein. Oui. Ali Bongo parle, dans le camp d'Ali Bongo, on parle des Ivoiriens qui soutiendraient Jean Ping, mais dans le camp de Jean Ping, on parle également des Rwandais qui soutiendraient Ali Bongo. Oui, alors à chaque fois, évidemment, il y a des rumeurs. Un tox ou un faux, rumeur. Il faut aussi dire que dans les deux camps, on manie l'intox à merveille. Oui. Aussi bien dans le camp de l'opposition, sur le bilan des victimes, sur les tirs, les bombardements, etc., etc., même s'il y a une part de vérité. D'ailleurs, on s'interroge sur les raisons pour lesquelles, finalement, cette opposition se livre aussi à cette désinformation, alors que ça joue contre elle. Bon, je pense que toutes ces informations, toutes ces rumeurs méritent vérification, ça doit être recoupé. Mais pour revenir au niveau, je dirais, des soutiens, par exemple, on parle beaucoup de la France. Une chose qui est avérée... Paris a-t-il lâché Ali Bongo? Voilà, une chose est avérée, en 2009, il y avait le soutien de Nicolas Sarkozy. Oui, et ensuite, plusieurs ministres l'ont d'ailleurs reconnu. Voilà, et donc, il était chef de l'État, et donc ensuite, de nombreux membres, y compris de la droite, avaient dit que ces élections avaient été truquées. Récemment encore, Manuel Valls, actuel Premier ministre de gauche, a fait un lapsus sur le caractère douteux de l'élection d'Ali Bongo, de la première élection d'Ali Bongo. Alors,
cette fois, le soutien est beaucoup moins avéré. En tous les cas, c'est plutôt l'indifférence. J'ai l'impression que François Hollande ne veut pas prendre de coups, c'est-à-dire ne veut pas avoir un retour de bâton, c'est-à-dire qu'effectivement que les événements dérapent, qu'il y ait des morts, parce que dans le camp président, le camp d'Ali Bongo, on semble déterminé, hein, l'ordre va revenir, l'ordre sera rétabli, etc., etc. Et donc, voilà, on joue dans les coulisses, on fait intervenir l'ambassadeur, on passe par le relais du Conseil de sécurité, mais je doute que tout ça ait une véritable portée sur Francis Laloupo, la politique africaine de la France a-t-elle changé? Parce qu'on l'a vu récemment dans le cas de l'élection au Bénin. Le candidat parrainé par la France a été battu. Oui, la politique a changé parce que cette politique est devenue, je dirais, moins linéaire. C'est beaucoup plus complexe, évidemment. Je pense que vis-à-vis du Gabon, on est peut-être en train d'appliquer en France le principe de ni ingérence ni indifférence. Et finalement, le communiqué, enfin, disons, l'adresse au Gabon faite par Jean-Marc Ayrault, c'est... Déjà le Parti socialiste. Le Parti socialiste avait commis un communiqué dont il aurait pu se passer, en fait. Hein. Mais je pense que la voix officielle de la France aujourd'hui s'associe pleinement à la voix de l'Union européenne et à celle des États-Unis. C'est-à-dire que ce n'est plus la France qui avance isolément dans un face-à-face entre elle et le Gabon. C'est la France et la communauté internationale qui s'expriment vis-à-vis du Gabon. C'est tout à fait différent. On est, disons, assez loin quand même, je dirais, des schémas classiques et traditionnels de ce qu'on appelle la France-Afrique. Vincent Egel, l'Union européenne a été la première à dénoncer le manque de transparence. Aujourd'hui, elle est accusée par le pouvoir d'avoir outrepassé ses droits. Ah, ça, c'est la martingale immanquable. C'est-à-dire qu'il faut d'abord souligner la qualité du rapport intermédiaire qui a été produit par la mission d'observation, qui est très argumenté, très factuel. Après, qu'est-ce qu'on fait de ça en termes de politique et de géostratégie? Eh bien, pas grand-chose. Parce que vous voyez d'ailleurs dans le lexique qui apparaît dans ces communiqués, noble principe, certes, transparence, vérité des chiffres, etc., etc. Mais on retrouve les communiqués standards, comme si on s'installait déjà dans l'idée que le rapport de force in situ va contraindre de s'accommoder. Mais sur la France, quand même, il demeure une ambiguïté. Au fond, Ali Bongo bénéficie, comme un Idriss Déby au Tchad, comme un Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazza, d'une rente de situation géopolitique. Il y a une base militaire française à Libreville. La priorité absolue de la France, et en tout cas de la fin du mandat de François Hollande, qui délègue cette partie de l'Afrique à Jean-Yves Le Drian, son ministre de la Défense, c'est la lutte contre le djihadisme. Donc tout ce qui apparaît, si fallacieuse que soit cette appréciation, comme un pôle de stabilité qui, en plus, pour des raisons logistiques, est un relais au déploiement Barkhane, doit être préservé. Donc on va énoncer les principes, on va déplorer, mais je serais très surpris que la France enfourche le cheval de la vérité du vote. D'autant plus que, encore une fois, François Hollande a bien d'autres soucis d'ici la fin de son mandat et qui ne va certainement pas ouvrir un front de cette nature. Cette indifférence, c'est peut-être une bonne nouvelle, finalement, cette indifférence de la France. Je dirais cette distance. Oui, c'est ce que réclament beaucoup d'Africains. Exactement, oui, c'est ça. Voilà. Et puis il y a peut-être aussi une certaine lassitude, en vérité. Et pour faire le parallèle, ce qui s'est passé au Burkina Faso, ça a été d'abord l'affaire des Burkinabés. Oui. Et peut-être que de plus en plus, on installe un logiciel qui est différent, qui consiste à dire que ce sont les populations elles-mêmes qui doivent prendre en main leur destin. Des issues des crises, fut-elles évidemment tragiques. Hassan Diop, la campagne ayant tourné autour de la validation de l'acte de naissance d'Ali Bongo, vous le rappeliez tout à l'heure, elle a quelque peu occulté à la fois son bilan et le programme des candidats. Ah mais totalement, totalement. Alors ensuite, ça a été des discours haineux de part et d'autre d'ailleurs, parce que Jean Ping s'est vu également affublé des pires noms, enfin, etc. Le chinois. Alors, le chinois, les yeux bridés. Enfin, les yeux bridés, des choses absolument inqualifiables, en plus dans la presse d'État, etc., dans des éditoriaux. Bon, et c'est vrai que ça a tout occulté. Mais je crois que l'obsession, y compris d'ailleurs des hommes politiques qui veulent exister après la mort de Omar Bongo, et c'est le cas de Jean Ping, c'est aussi de tourner, au fond, la page de ce pouvoir dynastique.
Voilà. Je crois que le gros problème aujourd'hui, c'est qu'aux yeux de beaucoup de Gabonais, tenez-vous bien, un Gabonais qui a 50 ans aujourd'hui n'aura connu qu'un seul régime, le régime des Bongo. Et c'est quand même une anomalie dès lors où on n'est pas en monarchie. On sait bien que Ali Bongo est admiratif, par exemple, du roi du Maroc, et c'est vrai qui est son meilleur ami. Qui est son meilleur ami, dit-on. Et c'est vrai que le Gabon, quelque part, ça s'apparente à une monarchie tropicale de facto. Parce que ça fait 50 ans qu'on a le même pouvoir, les mêmes noms. Et je crois que même ceux qui ont appartenu à l'époque au régime d'Omar Bongo, aujourd'hui, ils veulent tourner cette page. Ils veulent un peu plus d'oxygène. Mais le fantasme monarchique a tellement existé que des acteurs présents à l'époque m'ont raconté que lors d'une visite à Jacques Chirac, qui était alors le locataire de l'Élysée, Bongo père, accompagné pour le coup du jeune Bongo fils, a testé auprès de son ami Jacques l'idée d'une sorte de royauté moderne ou modernisée et adossée évidemment à des invariants culturels subsahariens. C'est ça. En un mot, Francis Alopo, avant de conclure, une médiation est-elle possible pour mettre fin à l'embrasement du Gabon ? D'où viendrait cette médiation? Parce que vous avez quand même noté le silence assourdissant des chefs d'État africains. De l'Union africaine. C'est absolument ahurissant. L'Union africaine à la hauteur de sa légende. A publié ce vendredi un communiqué absolument laconique où elle condamne les violences, mais sans jamais se prononcer évidemment sur l'origine, la source et la cause de ces violences. On a entendu l'Union européenne, on a entendu les États-Unis, on a entendu... Voilà, et rien... Aucun son venant des États africains, aucune opinion. Je pense que c'est une des leçons qu'on retiendra de cette tragédie en cours au Gabon. Voilà, c'est le mot de la fin. C'est la fin d'Afrique Presse. Merci à Hassan Diop de Radio France Internationale, à Vincent Hegeux de l'Express et à Francis Alopo d'Africa numéro 1. Vous pouvez retrouver et revoir les émissions sur les sites de RFI, sur les sites de RFI et de TV5 Monde. Merci de votre fidélité.